En 1991, quelques heures avant que la grande crue ne dévaste le petit village de Valbrume, les frères Luc et Rémi Moreau, âgés de 12 et 8 ans, se sont volatilisés sans laisser de traces. Pendant 28 longues années, leur disparition a été classée comme une tragédie parmi d'autres, une note de bas de page dans le récit catastrophique de l'inondation. La version officielle était simple. Les enfants avaient été emportés par la rivière en furie. Un accident, une fatalité. Mais cette explication n'a jamais vraiment apaisé le cœur de leur famille. Le mystère est resté entier, gelé dans le temps, jusqu'à ce que des travaux de rénovation dans la maison familiale, en 2019, révèlent une chambre secrète cachée dans le grenier. Comment est-il possible que la vérité soit restée enfouie si longtemps, à quelques mètres à peine de ceux qui la pleuraient? Avant de vous raconter comment cette simple pièce dissimulée a mis au jour une conspiration silencieuse qui a paralysé tout un village, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires depuis quel pays vous nous suivez et pensez à vous abonner. Cette histoire est un labyrinthe de secrets de famille et de non-dits, et chaque indice que nous allons dévoiler vous montrera à quel point la vérité peut être plus terrifiante que le plus grand des cataclysmes naturels. Vous ne voudrez absolument pas manquer la cascade d'événements que cette découverte a déclenché, car elle a forcé une communauté entière à regarder en face les monstres qu'elle avait choisi d'ignorer. La rivière n'était peut-être pas la seule coupable dans cette affaire. Le conflit principal, dès le départ, était l'absence totale de preuves matérielles. Le chaos de la grande crue a servi de couverture parfaite. Alors que les eaux boueuses montaient et que les ordres d'évacuation étaient criés dans les rues, l'enquête sur la disparition des deux garçons a été, au mieux, superficielle. La gendarmerie locale, complètement débordée par l'urgence de la catastrophe, a rapidement conclu à un accident. Les corps n'ont jamais été retrouvés, mais la force du courant offrait une explication plausible. Pour la communauté de Valbrume, traumatisée et cherchant du réconfort dans des certitudes, Luc et Rémi sont devenus les enfants de la rivière, des symboles tragiques de la fureur de la nature. Cette histoire, bien que douloureuse, offrait une forme de conclusion, un point final qui arrangeait tout le monde. Pour les parents, Alain et Hélène, Moreau, cette conclusion n'était qu'un supplice de plus. Ils ont vécu pendant près de 3 décennies dans l'agonie de l'incertitude, une forme de deuil suspendu qui ronge l'âme plus sûrement que la mort elle-même. Alain, un charpentier autrefois jovial, s'est muré dans un silence alcoolisé, rongé par une culpabilité que tout le monde mettait sur le compte de son chagrin de père. Hélène, quant à elle, a trouvé refuge dans un déni fonctionnel. Elle a maintenu la chambre de ses fils intacte, un sanctuaire figé en 1991, où chaque jouet et chaque livre attendaient un retour impossible. La maison est devenue une capsule temporelle de leur douleur, un lieu où le silence était plus lourd que n'importe quel cri de désespoir. Au milieu de ce deuil silencieux a grandi leur fille cadette, Chloé. Elle n'était qu'un bébé lorsque ses frères ont disparu, un témoin inconscient de la tragédie qui a brisé sa famille. Chloé a donc passé son enfance et sa vie d'adulte dans l'ombre de 2 fantômes qu'elle n'a jamais connus, portant le poids d'une tristesse qui ne lui appartenait pas vraiment. Elle sentait le vide laissé par Luc et Rémi dans chaque silence à table, dans chaque regard voilé de sa mère, dans chaque soupir las de son père. C'est cette position unique, à la fois intérieure et extérieure au drame originel, qui la placera bien des années plus tard, au centre de la révélation qui allait tout faire basculer. Le village de Valbrume lui-même a joué un rôle crucial dans l'enterrement de la vérité. En s'accrochant à la thèse de l'accident, la communauté a inconsciemment participé à une forme de pacte du silence. Faire face à l'inondation était déjà un traumatisme collectif immense. Personne n'avait la force ou l'envie de creuser plus loin, de se demander si une noirceur plus humaine se cachait derrière la catastrophe naturelle. Les quelques doutes, les rares questions posées à voix basse dans les premiers jours, ont été rapidement balayées par le besoin de se reconstruire et d'aller de l'avant. La version officielle est devenue un dogme, une histoire que l'on se racontait pour se rassurer. Le temps, au lieu de guérir les blessures, n'a fait que solidifier cette couche de mensonges confortables. Dans les semaines qui ont suivi la grande crue, l'enquête sur la disparition de Luc et Rémi n'a jamais réellement commencé. La gendarmerie de Valbrume, avec ses effectifs réduits et son matériel endommagé, était entièrement absorbée par la gestion de la crise humanitaire. Retrouver les corps, sécuriser les habitations, coordonner les secours, les priorités étaient ailleurs.
Le dossier Moreau a été traité comme une conséquence logique et tragique de la catastrophe. Le rapport officiel, rédigé à la hâte sur un coin de bureau au milieu du chaos, concluait à une noyade accidentelle par force majeure. Aucune autopsie, aucune recherche approfondie, aucune question. Pour les autorités, le coupable était tout désigné, la rivière. Le dossier fut classé en moins d'un mois, un simple papier parmi des centaines d'autres témoignant de la fureur des éléments. Les premières années furent un purgatoire pour Hélène et Alain. L'espoir, ce poison tenace, refusait de les quitter. Chaque rumeur, chaque signalement d'un enfant ressemblant à Luc ou Rémi dans une ville voisine, ravivait une flamme douloureuse. Ils ont dépensé leurs maigres économies pour imprimer des avis de recherche que personne ne regardait plus, ont contacté des associations et même des voyants, s'accrochant à n'importe quelle bribe de possibilité. Chaque piste se révélait être une impasse. Chaque faux espoir les laissait un peu plus brisés. La frustration envers une enquête qu'ils jugeaient bâclée s'est transformée en une colère sourde, puis en une résignation amère. Le monde avait tourné la page, mais eux restaient bloqués en 1991, scrutant un horizon qui ne leur rendait que le silence. Pour Alain, le silence devint une forteresse et l'alcool son unique geôlier. Le charpentier, autrefois connu pour ses rires et sa force tranquille, se replia sur lui-même. Il continuait de travailler, mais ses gestes étaient devenus mécaniques, vides de toute joie. Le soir, il s'asseyait dans son fauteuil, une bouteille à la main, le regard perdu dans le vague. Il ne parlait plus de ses fils. Jamais. Ce mutisme était perçu par tous comme l'expression d'une douleur trop profonde pour les mots, mais il y avait autre chose dans son regard fuyant, une culpabilité écrasante qui semblait dépasser le simple chagrin d'un père. Il portait un fardeau que personne ne pouvait voir, et ce poids le condamnait à une solitude absolue, même aux côtés de sa femme. Hélène, de son côté, luttait contre l'oubli avec une dévotion presque religieuse. Son champ de bataille était la maison, et plus particulièrement la chambre de ses fils. Chaque matin, elle y entrait, ouvrait les volets, faisait les lits comme si Luc et Rémi allaient rentrer de l'école. Elle époussetait leurs jouets, rangeait leurs livres, s'assurant que rien ne bouge, que rien ne change. C'était son rituel, sa manière de maintenir ses enfants en vie. Pour les voisins, c'était le signe d'un esprit qui avait vacillé. Mais pour Hélène, c'était un acte de foi, un refus obstiné d'accepter le verdict de la rivière. Cette chambre figée dans le temps était à la fois son sanctuaire et sa prison, un lieu où l'amour et la folie se confondaient. Au milieu de ce mausolée familial, Chloé grandissait dans un silence assourdissant. Elle n'avait aucun souvenir de ses frères, seulement l'empreinte de leur absence. Elle a appris à marcher dans une maison où l'on ne riait plus, a appris à parler dans une atmosphère où les non-dits pesaient plus lourd que les mots. Pour elle, Luc et Rémi étaient des figures mythologiques, des visages sur des photographies jaunies dont on ne prononçait le nom qu'à voix basse. Elle sentait la tristesse de sa mère comme une seconde peau et la culpabilité de son père comme un mur invisible entre eux. Elle a grandi trop vite, apprenant à ne pas faire de vagues, à ne pas ajouter son propre chagrin à un océan de douleur déjà insondable. Valbrume, une fois la reconstruction achevée, a développé une amnésie sélective. La tragédie des Moreau était devenue une histoire triste, un conte d'avertissement que l'on racontait aux enfants pour qu'ils se méfient de la rivière. La famille était traitée avec une pitié distante. On les saluait poliment à l'épicerie, mais on évitait leurs regards. Leur maison, avec ses volets toujours clos du côté de la chambre des garçons, était devenue un point de repère morbide, un lieu que l'on contournait. La communauté, pour se protéger, avait isolé les Moreau dans leur deuil. Confronter leur douleur aurait signifié regarder en face la fragilité de leur propre existence et admettre que la catastrophe naturelle avait peut-être servi de paravent à une horreur bien plus humaine. Au bout de 10 ans, conformément à la loi française, un jugement déclaratif d'absence a été prononcé, officialisant la mort présumée de Luc et Rémi Moreau. Pour l'état civil, l'affaire était définitivement close. Les noms des 2 garçons ont été inscrits sur le monument aux morts du village, aux côtés des autres victimes de la Grande Crue. Ce fut le dernier clou dans le cercueil de l'enquête. Les dossiers furent archivés, enterrés sous des piles de paperasse administrative. Le mystère de leur disparition n'existait plus que dans le cœur de leur famille. Pour le reste du monde, il n'était plus que 2 noms gravés dans la pierre, un souvenir figé et une vérité que tout le monde pensait connaître. L'oubli avait gagné.
28 années se sont écoulées dans un brouillard de chagrin résigné. En 2019, le temps avait finalement eu raison de la force d'Alain et d'Hélène Moreau. Fragilisés par l'âge et une santé déclinante, ils prirent la décision déchirante de quitter la maison de Valbrume pour une résidence médicalisée. La tâche de vider ce sanctuaire de douleur, cette capsule temporelle de leur vie brisée, revint à Chloé. C'était un fardeau immense pour la jeune femme qui devait maintenant démanteler pièce par pièce le mausolée que ses parents avaient involontairement construit. Chaque objet, chaque meuble était imprégné d'une histoire silencieuse, d'un deuil qui n'avait jamais trouvé de fin. Elle se préparait à fermer un chapitre, ignorant qu'elle s'apprêtait en réalité à en ouvrir un autre, bien plus sombre et complexe. La maison devait être vendue. Pour faciliter la vente et la moderniser un peu, Chloé engagea une petite équipe d'artisans locaux pour quelques travaux de rénovation. Parmi eux, un maçon expérimenté fut chargé d'abattre une cloison non porteuse dans le grenier, un espace sombre et poussiéreux qui n'avait pas été touché depuis des décennies. L'ambiance était lourde, presque respectueuse, comme si les ouvriers eux-mêmes sentaient le poids de l'histoire de cette maison. Chloé supervisait les travaux d'un œil distant, le cœur serré à l'idée de défigurer ce lieu qui, malgré tout, était le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Elle voulait juste en finir au plus vite, tourner la page et permettre à ses parents de trouver un semblant de paix dans leurs dernières années. C'est alors qu'un son inhabituel brisa la routine du chantier. Un coup de masse plus sourd que les autres. Le maçon s'arrêta, fronçant les sourcils. Il frappa de nouveau, plus doucement cette fois, avec le manche de son marteau. Le son était indubitablement creux. Une anomalie. Il appela Chloé, lui montrant la zone suspecte sur le mur en placo-plâtre. Pour lui, ce n'était qu'une curiosité technique, peut-être une ancienne cheminée murée ou un défaut de construction. Mais pour Chloé, ce son étrange résonna d'une manière différente. Un frisson inexplicable lui parcourut l'échine, un pressentiment soudain que ce mur cachait plus qu'un simple vide. Une intuition puissante et dérangeante lui ordonna d'arrêter immédiatement les travaux de démolition. Avec une prudence presque craintive, Chloé demanda au maçon de découper proprement le plâtre autour de la zone creuse. Derrière la première couche, ils découvrirent une paroi de planches de bois sombre, vieillie, mais solidement assemblée. Ce n'était pas un défaut de construction, c'était une structure intentionnelle, conçue pour être invisible. La dissimulation était presque parfaite. Le bois avait été choisi pour se fondre avec les poutres du grenier, et la finition était si soignée qu'elle ne pouvait être que l'œuvre d'un artisan méticuleux. Alain, son père, était charpentier. Cette pensée traversa l'esprit de Chloé comme un éclair glacial. À l'aide d'un pied de biche, ils firent levier sur les planches, qui cédèrent dans un grincement lugubre, libérant une bouffée d'air vicié, chargée de l'odeur de la poussière et du temps arrêté. L'ouverture révélait une petite pièce, à peine un réduit, plongée dans l'obscurité. Un espace si exigu qu'un adulte pouvait à peine s'y tenir debout. Ce n'était pas une cachette pour des objets, c'était une cachette pour des personnes, pour des enfants. Le cœur de Chloé battait à tout rompre. À l'aide d'une lampe torche, elle éclaira l'intérieur. Le sol était jonché de quelques couvertures moisies, d'emballages de biscuits secs et, dans un coin, d'une petite boîte en métal rouillé. Elle la prit avec des mains tremblantes. En l'ouvrant, elle découvrit les trésors de ses frères perdus, un lance-pierre, quelques billes, et surtout le carnet de croquis de Rémi. Mais ce n'était pas tout. Sous le carnet se trouvait le journal intime de Luc et un petit magnétophone à cassette, un jouet d'enfant qui semblait soudain terriblement sinistre. Feuilletant le carnet de Rémi, Chloé sentit la nausée monter. Les premières pages étaient remplies de dessins d'animaux et de super-héros, des esquisses innocentes d'un garçon de 8 ans. Mais les dernières pages étaient un cauchemar. Des silhouettes sombres et menaçantes se cachaient derrière des arbres, des ombres aux yeux vides qui semblaient les épier depuis le bord des dessins. L'une d'elles était dessinée près d'une représentation de leur propre maison. Ce n'étaient pas des monstres imaginaires, c'était la transcription d'une peur bien réelle. La vérité frappa Chloé avec la violence d'un coup de poing. Ses frères n'avaient pas été emportés par la rivière en tentant de fuir l'inondation. Ils ne fuyaient pas vers l'extérieur. Ils se cachaient de quelque chose ou de quelqu'un qui se trouvait ici, à Valbrume. En un instant, les 28 années de deuil familial changèrent de nature. La tragédie naturelle, l'accident cruel, tout cela vola en éclats. La douleur de l'incertitude fut remplacée par une nouvelle forme de terreur.
plus froide et plus concrète. La rivière n'était qu'un décor, une coïncidence monstrueuse qui avait servi de couverture parfaite. Le véritable monstre était humain. La chambre secrète, construite par son propre père, n'était pas une cabane de jeu, mais un refuge désespéré. Chloé regarda le petit magnétophone qu'elle tenait dans sa main, un objet anodin qui contenait peut-être la clé de tout, une voix enregistrée, un secret conservé pendant près de 3 décennies. Elle savait qu'en appuyant sur le bouton lecture, elle ne trouverait pas seulement la vérité sur la mort de ses frères, mais aussi la confirmation que toute sa vie reposait sur un mensonge. Avec des mains qui tremblèrent de manière incontrôlable, Chloé sortit du grenier, le petit magnétophone et le journal serrés contre sa poitrine comme des reliques sacrées et maudites. Elle ne pouvait pas écouter cet enregistrement ici, dans cette maison où les murs semblaient suinter le mensonge. Elle descendit dans le salon, un espace figé dans le temps, et s'assit dans le vieux fauteuil de son père, l'endroit même où il avait passé des milliers de soirées à noyer son secret dans l'alcool. Le silence de la maison était assourdissant, brisé seulement par les battements frénétiques de son propre cœur. Elle avait besoin d'un lecteur de cassettes, un artefact d'un autre temps. Après une recherche angoissée, elle en trouva un vieux poste radiocassette poussiéreux dans le garage. Chaque geste était lent, délibéré, comme si elle retardait l'inévitable moment où la vérité, quelle qu'elle soit, allait exploser. Le souffle coupé, elle inséra la petite cassette dans le lecteur. Le bruit mécanique du couvercle se refermant résonna, comme un verrou de cellule de prison. Elle appuya sur la touche lecture. Un long sifflement, le grésillement de la bande magnétique, puis un silence, et soudain, une voix d'enfant, à peine un murmure, fragile et terrifié. C'était Luc. « Rémi, tais-toi, il va nous entendre. » La voix de son frère, qu'elle n'avait jamais entendue de sa vie, était là, dans cette pièce, voyageant à travers 28 ans de silence pour lui livrer un message d'outre-tombe. Chloé sentit ses larmes, couler des larmes non pas de tristesse, mais de choc pur et glacial. L'enregistrement n'était pas un jeu, c'était un testament. La preuve irréfutable que la version officielle n'était qu'un conte pour endormir la conscience d'un village entier. La voix de Luc continuait, hachée par la peur. Il parlait à voix basse de l'homme de la Syrie, un associé de leur père. Il décrivait des choses qu'il n'aurait jamais dû voir, des camions la nuit, dans la forêt, chargeant des troncs d'arbres sans le marquage de l'Office national des forêts, un trafic de bois, une affaire sordide dans un village qui semblait si paisible. Luc expliquait que l'homme les avait surpris un soir et les avait menacés. Il avait dit une phrase que Luc répétait mot pour mot dans le micro, une phrase qui glaça le sang de Chloé. Les petits curieux qui posent trop de questions finissent souvent au fond de la rivière. La menace était claire, prophétique. La grande crue n'avait pas été la cause de leur mort, mais l'alibi parfait pour leur meurtre. L'enregistrement bascula alors dans l'horreur pure. On entendait la respiration rapide des 2 garçons, cachés dans leur refuge secret. Soudain, un bruit sourd venu d'en bas. La porte d'entrée de la maison qui s'ouvre et se referme. Des pas lourds, déterminés, qui commencent à monter l'escalier. Ce n'était pas la démarche de leur père. Luc le chuchota. « C'est lui, il est là », furent ses derniers mots audibles. Ensuite, un cri étouffé. La voix de Rémi, un bruit de lutte, un choc sourd, puis plus rien. Le silence. Un silence absolu et définitif qui dura quelques secondes avant que le cliquetis de la fin de la bande ne se fasse entendre. Chloé resta pétrifiée, le son du silence hurlant dans ses oreilles. Elle venait d'assister 28 ans plus tard à l'enlèvement de ses frères. Le choc laissa place à une rage froide et lucide. La cassette était la preuve du crime, mais elle ne donnait pas de nom. L'homme de la Syrie était une description, pas une identité. C'est alors qu'elle se souvint du journal de Luc. Elle l'ouvrit fébrilement, les pages jaunies et fragiles s'effritant presque sous ses doigts. Les premières entrées étaient celles d'un garçon de 12 ans, des histoires de cabane, des disputes avec son petit frère, ses rêves d'exploration. Mais au fil des semaines précédant la crue, le ton changea. La peur s'insinua entre les lignes. Luc décrivait les visites de plus en plus fréquentes d'un homme à la maison, des discussions à voix basse avec son père qui se terminaient toujours par des portes qui claquent. Il avait peur de cet homme, de son regard froid et de son sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Puis, Chloé trouva la page qui fit tout basculer. Une entrée datée de 2 jours seulement avant leur disparition. Luc avait écrit « Papa est encore en colère. Monsieur Bernard est venu ce soir.
Il a dit que Rémi et moi, on était trop curieux et qu'il allait s'occuper de nous si on parlait. Papa n'a rien dit. Il a juste baissé la tête. Monsieur Bernard, Bernard Roche, le propriétaire de la plus grande scierie de la région. Un homme considéré comme un pilier de la communauté de Valbrume, un notable respecté, généreux donateur pour la reconstruction du village après la crue. L'ami de tout le monde, le monstre avait un nom et c'était un nom que tout le monde connaissait et vénérait. La conspiration n'était pas l'œuvre d'un étranger, mais d'une figure locale intouchable. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent alors dans l'esprit de Chloé, avec une clarté insoutenable. Le silence de son père, son alcoolisme, sa culpabilité écrasante, ce n'était pas le chagrin d'un père ayant perdu ses fils dans un accident, c'était la honte d'un homme faible qui avait laissé un monstre s'approcher de ses enfants, un homme qui avait sacrifié la vérité sur l'autel de sa propre peur. Il avait su. Pendant 28 ans, il avait su et il s'était tu. Il avait laissé sa femme sombrer dans une folie douce, il avait laissé sa fille grandir dans une maison hantée par des fantômes, tout ça pour protéger son terrible secret. Chloé sentit une vague de dégoût la submerger. Elle tenait la vérité entre ses mains, une vérité si lourde qu'elle pouvait détruire ce qu'il restait de sa famille. Mais elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait affronter son père. Le trajet jusqu'à la maison de retraite fut un supplice silencieux. Chloé conduisait mécaniquement, le magnétophone et le journal posés sur le siège passager comme des bombes à retardement. Chaque kilomètre la rapprochait d'une confrontation qu'elle redoutait autant qu'elle la désirait. Comment pouvait-elle regarder son père dans les yeux, sachant ce qu'elle savait? La colère froide qui l'avait envahie commençait à se fissurer, laissant place à une immense tristesse. Elle n'allait pas seulement demander des comptes pour le meurtre de ses frères, elle s'apprêtait à détruire la dernière illusion de sa famille, à anéantir le père qu'elle avait connu, même dans son silence et sa peine. Elle arriva devant le bâtiment moderne et impersonnel, un lieu de fin de vie qui allait devenir le théâtre de la vérité la plus brutale. Le contraste entre la quiétude apparente des lieux et la violence qu'elle transportait était insupportable. Elle trouva ses parents dans le petit salon commun, une pièce baignée d'une lumière pâle et d'une odeur d'antiseptique. Alain était assis dans un fauteuil, le regard vide, plus frêle et plus vieux que jamais. Hélène somnolait à ses côtés, son esprit naviguant dans les brumes de la démence. Chloé s'approcha, le cœur battant à grands coups. Elle posa le journal de Luc sur les genoux de son père. D'une voix dénuée de toute chaleur, elle lui demanda simplement ce que cela signifiait. Alain fixa le carnet, ses mains tremblantes, refusant de le toucher. Il balbutia, feignant l'incompréhension, tentant de se réfugier derrière le masque du vieil homme confus. Il parla de jeux d'enfants, de souvenirs douloureux. Mais dans ses yeux, Chloé vit une lueur de panique pure, la terreur d'un homme acculé qui voyait son secret le plus sombre remonter à la surface après une vie entière passée à l'enfouir. Sans un mot de plus, Chloé posa le petit magnétophone sur la table basse et appuya sur lecture. Le silence de la pièce fut brisé par le grésillement de la bande, puis par les chuchotements terrifiés de Luc. Le son des voix de ses fils, si jeunes, si vivants et si effrayés, frappa Alain de plein fouet. Son visage se décomposa. Chaque mot de Luc, chaque respiration haletante de Rémi, chaque bruit de pas montant l'escalier était une torture. Hélène, tirée de sa torpeur par l'angoisse palpable dans la voix de ses enfants, se mit à gémir doucement, sans comprendre la scène mais en ressentant l'horreur primale qui se jouait. L'enregistrement se termina sur le cri étouffé de Rémi. Le cliquetis de la fin de la bande résonna dans la pièce comme un coup de feu, laissant derrière lui un silence plus lourd et plus accusateur que n'importe quel discours. Le barrage a cédé. Ce ne fut pas une explosion de chagrin, mais un effondrement silencieux. Alain Moreau se recroquevilla sur lui-même, son corps secoué de sanglots muets qui semblaient le déchirer de l'intérieur. Les larmes coulaient sur ses joues creuses, des larmes retenues pendant 28 ans. Il n'essaya plus de nier. La vérité, contenue si longtemps, jaillit de lui en un flot décousu de phrases brisées, de murmures de honte et de désespoir. Il raconta tout. La peur, la faiblesse, la complicité passive. Il avoua avoir su depuis le premier jour que la rivière n'était qu'un alibi. Et puis, dans un souffle à peine audible, il laissa échapper le nom que Chloé attendait, le nom qui avait hanté le journal de Luc et qui était au cœur de tout le mensonge. C'était Bernard. Bernard Roche. La confession d'Alain
dessina les contours d'une histoire sordide, bien loin de l'image paisible de Valbrume. Bernard Roche, l'homme d'affaires respecté, dirigeait un trafic de bois à grande échelle, pillant les forêts domaniales. Alain, endetté et faible, avait été son complice réticent, fermant les yeux sur les activités illégales en échange de quelques travaux et d'un peu d'argent. Un soir, Luc et Rémi, jouant à l'explorateur plus loin que d'habitude dans la forêt, étaient tombés sur une transaction. Ils avaient vu les camions non marqués, ils avaient vu les visages. Bernard Roche les avait repérés. La menace fut immédiate et sans équivoque. Il avait dit à Alain qu'il devait tenir ses garçons en laisse, sinon il s'en occuperait personnellement. La chambre secrète n'était pas une cabane, mais la tentative pathétique et désespérée d'un père terrifié pour cacher ses enfants à un monstre qu'il avait lui-même laissé entrer dans leur vie. Le soir de la disparition, alors que le vent de la tempête à venir hurlait déjà dehors, Bernard Roche s'était présenté à la porte. Il n'était pas venu discuter. Il avait dit à Alain avec un calme glacial que la crue imminente était une opportunité divine, une chance de régler le problème des témoins gênants une bonne fois pour toutes. Pendant que Roche montait à l'étage, Alain était resté paralysé au rez-de-chaussée, cloué sur place par une peur abjecte. Il avait entendu la lutte, le bruit sourd, puis le silence. Quelques minutes plus tard, Roche était redescendu, seul. Il avait simplement dit « C'est fait, la rivière s'occupera du reste ». Alain n'avait posé aucune question. Il avait laissé le monstre repartir et avait laissé la nature devenir la coupable idéale, se condamnant lui-même à une vie de silence et de culpabilité. Dans la chambre aseptisée de la maison de retraite, la vérité flottait désormais comme un poison, contaminant l'air. Hélène, dans un éclair de lucidité terrifiant, sembla comprendre. Son regard se fixa sur son mari avec une expression d'horreur et de trahison absolue, avant de se voiler à nouveau. Pour Chloé, il n'y avait aucun soulagement, aucune victoire, seulement le poids écrasant d'une vérité qui ne réparait rien. Elle regarda son père non plus comme un monstre, mais comme ce qu'il était vraiment, un homme faible, brisé, dont la lâcheté avait coûté la vie à ses propres enfants. La douleur de l'incertitude avait été remplacée par la certitude de l'horreur. Elle sortit son téléphone de sa poche. Le deuil de sa famille pouvait enfin commencer, mais la justice devait d'abord suivre son cours. Elle composa le numéro de la gendarmerie. L'appel de Chloé à la gendarmerie a déclenché une action rapide et silencieuse, à l'opposé du chaos qui avait englouti Valbrume 28 ans plus tôt. Il n'y eut pas de sirène hurlante, seulement 2 voitures banalisées qui se garèrent discrètement devant la villa impeccable de Bernard Roche, en périphérie du village. L'homme de 78 ans, désormais un grand-père à l'allure respectable, fut interpellé au milieu de son jardin, alors qu'il taillait ses rosiers. La scène était surréaliste. Le notable, le pilier de la communauté, menotté avec une précaution presque respectueuse par des gendarmes qui avaient grandi en le considérant comme un exemple. La nouvelle se répandit comme une onde de choc, non pas avec la fureur d'une crue, mais par le venin des chuchotements. Le monstre de Valbrume n'était pas la rivière. Il avait un visage, et c'était celui d'un voisin. L'enquête, autrefois classée avec une rapidité coupable, fut rouverte avec une détermination féroce. Le petit magnétophone et le journal de Luc devinrent les pièces à conviction centrale, des voix d'outre-tombe qui rendèrent la justice inéluctable. La déposition formelle d'Alain Moreau fut un moment déchirant et crucial. Pendant des heures, dans une salle d'interrogatoire froide, le vieil homme a déroulé le fil de sa propre lâcheté, ne cachant aucun détail de sa complicité passive, de sa peur et du silence qu'il avait rongé pendant près de 3 décennies. Son témoignage, corroboré par les preuves matérielles, était accablant. La machine judiciaire, si longtemps endormie, s'était réveillée, et son objectif était clair, faire la lumière sur chaque parcelle d'ombre que le temps et le mensonge avaient tenté de dissimuler pour toujours. Guidés par les confessions d'Alain et les indications finalement arrachées à un Bernard Roche muré dans le déni, les enquêteurs ont concentré leurs recherches sur une parcelle isolée de la forêt domaniale, une zone qui avait été exploitée par la scierie de Roche bien après la crue. C'est là, au pied d'un vieux chêne marqué d'une cicatrice à peine visible, que les chiens ont marqué l'arrêt. Après des heures de travail méticuleux, l'équipe de la police technique et scientifique a mis au jour ce que tout le monde redoutait. Les restes de 2 petits squelettes, enterrés à la hâte dans une tombe improvisée. Luc et Rémi étaient enfin retrouvés. Pour Chloé, présente sur les lieux,
La vision fut à la fois une torture, insoutenable, et une libération. Le mystère était résolu, l'incertitude était terminée. Il ne restait plus que la vérité, brute et douloureuse, et le long chemin du deuil. Le procès de Bernard Roche fut l'événement le plus sombre de l'histoire récente de Valbrume, attirant les médias nationaux et forçant la communauté à se regarder dans le miroir. Face à des preuves irréfutables, l'ancien notable n'a montré aucun remords, se contentant de nier en bloc avec une arrogance qui glaça le tribunal. La déposition d'Alain Moreau, fragile et brisé à la barre, fut le point culminant du procès. Il a raconté sa peur, sa honte, et a demandé pardon à ses enfants morts, à sa fille et à sa femme. Bernard Roche fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une sentence qui apportait une forme de justice, mais pas la paix. Alain, en raison de sa coopération et de son état de santé, fut condamné pour non-dénonciation de crimes et recel de cadavres, mais sa peine fut assortie d'un sursis probatoire complet, sa prison étant désormais celle de sa propre conscience. Les funérailles de Luc et Rémi eurent lieu un samedi d'automne, sous un ciel gris et bas. Tout le village était là, non pas par pitié distante, mais par un besoin collectif de réparation et de honte partagée. Les 2 petits cercueils blancs furent portés jusqu'au cimetière, où il ne serait plus des noms anonymes sur un monument aux morts, mais des enfants avec une histoire. Chloé, droite et digne, a prononcé quelques mots, parlant non pas de la tragédie, mais de la vie de ses frères, de leurs rires et de leurs rêves volés. Hélène, dans un rare moment de lucidité, a caressé les photographies de ses fils, murmurant leurs prénoms, un adieu qu'elle avait attendu pendant 28 ans. Ce jour-là, la famille Moreau, bien qu'irrémédiablement fracturée, a enfin pu commencer son deuil, un deuil basé non plus sur un mensonge, mais sur une terrible vérité. Après le procès, la maison des Moreau fut vendue. Chloé quitta Valbrume, emportant avec elle les quelques souvenirs heureux qui n'avaient pas été souillés par le secret. Elle ne pouvait plus vivre dans ce lieu où chaque pierre, chaque arbre, semblait murmurer l'histoire de la trahison de son père et du silence de toute une communauté. Le village, lui, ne s'est jamais vraiment remis. La grande crue de 1991 est restée une cicatrice, mais la découverte de la vérité en a ouvert une autre, plus profonde et plus humaine. La tragédie des frères Moreau est devenue une légende locale, un avertissement non plus sur la fureur de la nature, mais sur la noirceur qui peut se cacher derrière les visages les plus familiers. Valbrume a appris à ses dépens que l'eau peut tout emporter, mais qu'elle ne peut pas noyer une vérité qui, comme un corps, finit toujours par remonter à la surface. Le verdict n'a pas apporté la paix, mais une forme de justice brutale et nécessaire. Bernard Roche passera le reste de ses jours en prison, un vieillard emmuré dans le silence de ses crimes. Alain Moreau, lui, a été condamné par une justice plus intime et implacable, sa propre conscience, mais le plus grand changement a eu lieu dans la mémoire collective. Luc et Rémi ne sont plus les enfants de la rivière, ces figures éthérées d'une tragédie naturelle. Ils ont retrouvé leur identité, celle de 2 garçons courageux qui ont vu ce qu'il ne fallait pas voir et qui ont été réduits au silence par la cupidité et la peur. Le village de Valbrume a dû abandonner son conte de faits macabres pour affronter une vérité bien plus laide. Le monstre n'était pas une force de la nature, mais un homme qu'ils avaient tous salué, respecté et admiré pendant près de 3 décennies. Pour Chloé, la découverte de la vérité fut une victoire au goût de cendre. Elle a obtenu justice pour ses frères, mais ce faisant, elle a assisté à l'effondrement final de sa famille. Son père n'est plus qu'une ombre, un homme brisé qui vit ses derniers jours dans la maison de retraite, hanté non plus par le silence, mais par les voix qu'il a tenté d'étouffer toute sa vie. Sa mère, Hélène, reste prisonnière des brumes de sa maladie, une échappatoire peut-être miséricordieuse à une réalité trop cruelle pour être supportée. Chloé a vendu la maison, ce mausolée de mensonges, et a quitté Valbrume. Elle ne pouvait plus respirer cet air chargé de secrets et de regrets. Elle est partie pour se construire une vie ailleurs, une vie où le passé, bien que connu, ne dicterait plus chaque seconde de son présent. Valbrume ne sera plus jamais la même. La révélation a agi comme une seconde crue, non pas d'eau et de boue, mais de honte et de méfiance. Les habitants se regardent désormais différemment, se demandant qui d'autre aurait pu savoir, qui d'autre aurait pu soupçonner quelque chose, et a préféré se taire. La solidarité née de la catastrophe naturelle s'est fissurée,
révélant les failles d'une communauté qui avait choisi le confort d'un mensonge collectif plutôt que l'inconfort d'une vérité dérangeante. La tragédie des frères Moreau est devenue un avertissement, non plus sur la puissance de la rivière, mais sur la dangerosité du silence. C'est une leçon amère sur la noirceur qui peut prospérer à l'ombre de la respectabilité, un rappel que les pires monstres sont souvent ceux qui nous sourient chaque jour. Aujourd'hui, près de l'école du village, il y a un petit banc de bois face à la forêt. Il n'y a pas de statue, pas de monument grandiose. Juste une simple plaque de laiton, financée par Chloé avant son départ. On peut y lire « À la mémoire de Luc et Rémi Moreau, non pas victimes de la fureur de la nature, mais du silence des hommes. » C'est ici que leur véritable héritage demeure. Leur histoire a forcé tout un village à regarder son propre reflet dans l'eau trouble du passé. Car ce jour-là, Valbrume a appris que l'eau peut emporter les maisons et les souvenirs, mais elle ne peut noyer une vérité qui, comme un corps, finit toujours, inévitablement, par remonter à la surface. Le temps n'efface rien, il ne fait que retarder les comptes. Si vous croyez qu'aucune victime ne devrait être oubliée et que la quête de la vérité est un devoir, même des décennies plus tard, nous vous invitons à partager cette vidéo. C'est en racontant ces histoires que nous honorons la mémoire de ceux qui ont été réduits au silence. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui méritent d'être élucidées et des voix qui doivent être entendues. Votre soutien nous permet de continuer ce travail essentiel. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.